Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour poursuivre cette 19e édition du Private Equity Exchange Awards. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir 3 intervenants aux expériences et expertises complémentaires pour discuter donc sur le thème de cette conférence Top Management, Structuring the Dream Team. Je vais laisser donc mes intervenants se présenter. Je commence par vous, Pierre-Alain, avec votre parcours, la présentation de votre entreprise également. Bonjour, je suis Pierre-Alain de Malray, je dirige le groupe Santiane, qui est un groupe de distribution d'assurance de personnes, assurance santé et prévoyance, par 2 canaux essentiellement. Le canal web, online, on est le premier courtier d'assurance online sur ce canal, et un canal grossiste par lequel nous fabriquons des produits qui sont diffusés, distribués par des courtiers, des entrepreneurs indépendants. Moi, je dirige cette société donc, depuis 8 ans et j'en suis, puisque le thème du jour c'est le Private Equity, j'en suis à mon 3e fonds de Private Equity partenaire, qui est aujourd'hui le fonds Latour Capital, qui est entré dans notre capital récemment en décembre dernier. Merci beaucoup Pierre-Alain. Philippe, je vous laisse poursuivre. Oui, bonjour. Donc, je suis Philippe Méret. J'ai commencé le capital risque en 1988. Actuellement, je suis directeur d'investissement chez Créaxi, qui est une société de capital risque basée à Lyon et qui investit principalement en ce moment dans des dossiers de technologie en étape de seed. Voilà, donc au cours de ma carrière assez longue, j'ai financé environ une 50aine de sociétés. Avec effectivement des histoires entrepreneuriales passionnantes et parfois très difficiles aussi. Voilà. Merci Philippe. Et enfin vous, Pierre-Éric. Bonjour à tous, Pierre-Éric Lieu ici. Je suis cofondateur de la société de gestion Daphni, qui gère différents fonds de capital risque pour un total de 350 millions environ. Nous investissons essentiellement en Europe, dans tout secteur du digital, avec un prisme Tech for Good assez marqué, puisqu'on a environ 50% de nos participations qui ont cette dimension. Et nous investissons plutôt en amont de la chaîne de valeur, en pré-série A, série A, des tickets en première intention de l'ordre de 500 000 à 5 millions, avec quelques participations assez emblématiques comme Back Market, Agricool, Swile, Memobank, Another Brain et autres. Ok, merci à tous les 3. Alors en préparant cette conférence, on s'est dit, bon, très bien, on a de quoi parler pendant 3 heures, donc on va essayer d'être synthétique, mais la première question qu'on s'est posée, et qui d'ailleurs était une fausse question, c'était quel portrait robot peut-on faire de l'équipe de direction idéale? Et vous m'avez dit, il n'y en a pas, c'est selon les affinités, les parcours. Donc, je vous laisse peut-être commencer, Philippe, si vous voulez, sur le portrait idéal de l'équipe de direction. Non, effectivement, je crois que quand on a préparé l'émission, tout le monde a été d'accord, Pierre-Éric et Pierre-Antoine, pour dire qu'il n'y a pas de portrait robot. Chaque entreprise est une aventure unique, et donc qui dit unique avec finalement des hommes, des femmes qui seront uniques, qui sont très particuliers par rapport à l'entreprise qu'ils vont avoir à conduire. Donc il n'y a pas une équipe type. Ce qu'on essaie souvent de percevoir, c'est la cohérence entre le projet de l'équipe, les compétences de l'équipe, la cohérence. Dans la mesure où moi j'ai surtout investi en early stage, ce qu'on a constaté, c'est que parfois toutes les compétences techniques, entre guillemets, nécessaires, financières en particulier, n'étaient pas toujours là au rendez-vous lors de la création de l'entreprise. C'est pas trop grave, mais il faut effectivement à un moment savoir enrichir l'équipe des compétences nécessaires à la bonne conduite des opérations et de l'entreprise. Voilà, un peu. Merci. Pierre-Alain, je vous laisse rebondir. Oui, alors peut-être moi j'ai beaucoup moins d'expérience que mes 2 camarades, puisque je suis du côté entreprise et je n'ai qu'une histoire à raconter et pas 40 investissements. C'est pour ça qu'elle est unique. Voilà. Mais en ce qui concerne notre histoire, effectivement, c'est difficile de répondre à cette question du portrait robot, puisque, comme on l'avait dit en préparant, c'est comme si on demandait le portrait robot du mariage réussi. C'est-à-dire qu'il y a des mariages qui marchent, des mariages qui ne marchent pas. Parfois, ça commence d'ailleurs par marcher, puis ça marche moins bien après. Mais en tout cas, il n'y a pas de portrait robot. C'est beaucoup
des affinités, une dynamique, une stratégie, l'adhésion à une stratégie, l'adhésion à un projet, la faculté de faire travailler ensemble des talents. Et donc, qui dit talent dit aussi caractère. Et qui dit caractère dit pas nécessairement je m'entends bien avec tout le monde. Et ça dépend aussi beaucoup, je pense, une ligne de force de ce sujet, ça dépend aussi beaucoup du degré de maturité de l'entreprise. Alors, en ce qui nous concerne, Sentiane, c'était, quand je l'ai rejointe il y a 8 ans, c'était une entreprise qui avait déjà certaines réalisations intéressantes en chiffre d'affaires, en technologie, mais qui manquait de maturité avec des fonctions très peu staffées, des fonctions centrales comme la finance, la fonction budgétaire, la fonction contrôle de gestion, la fonction pilotage de la rentabilité, la fonction produit, en relation avec les assureurs partenaires, parce que nous, c'est très important d'avoir une relation très quantitative, je dirais, une approche très quantitative de nos sujets, puisque la distribution online d'assurance, ça ressemble beaucoup à une usine. Hein. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est ce qu'on a fait, et ce qui n'était pas le cas avant, c'est avoir une approche d'ingénieur et donc arriver avec des compétences très quantitatives d'ingénierie pour voir ce qui marche dans l'usine, ce qui ne marche pas, là où on perd de la valeur, là où on en crée, là où on en détruit, etc. Et donc dans notre cas, ce qui a marché, c'est que l'équipe de direction que j'ai constituée, et puis je dirais on a constitué ensemble, parce qu'en réalité une équipe, elle s'auto-constitue aussi, c'est vraiment un mix de profils, dans notre cas, entre je dirais des autodidactes qui ont grandi avec la société. Notre société, elle a été créée en 2007. Quand je suis arrivé, elle faisait 18 millions de chiffre d'affaires. Elle en fait aujourd'hui 80 millions. Donc on a beaucoup grossi en pure croissance organique. Et donc, voilà, il y avait une série de collaborateurs qui avaient grandi avec l'entreprise, qui n'avaient pas nécessairement de compétences acquises, soit sur les bancs des universités, soit sur les bancs d'entreprises concurrentes, qui ont grandi avec l'entreprise et qui connaissaient très bien l'entreprise, les produits, les SI, etc. Donc, un mix entre ces autodidactes-là, je dirais, et des compétences plus mainstream, enfin des profils plus mainstream que nous sommes allés chasser, je dirais, sur le marché du travail, des cadres à haut potentiel. Et donc, il y a eu pas mal de gens qui, voilà, des gens à très forte compétence, par exemple d'actuariat. L'actuariat, c'est la data science appliquée à l'assurance. Donc ça, il faut aller chercher là où ils sont, dans les grandes boîtes d'assurance ou dans les grandes boîtes de consulting en actuariat. Et puis, le marketing digital est quelque chose de fondamental pour nous, comme acteur pure player du web. Et donc là, nous sommes allés chez Google, ça ne vous surprendra pas, à Dublin, pour recruter celui qui était responsable du marché français de l'assurance à Dublin, chez Google. Donc on s'est dit que c'était pas mal comme portrait robot, là en l'occurrence, par profil on peut parler de portrait robot, pour aller recruter une compétence comme celle-là, qui est toujours notre CMO aujourd'hui, 8 ans plus tard. Voilà. Et donc ce mix-là nous a permis, a été un élément essentiel qui nous a permis de retourner la société et de la faire grandir et de la rendre profitable. Donc le mix entre les compétences académiques, mainstream et, je dirais, des autodidactes qui ont grandi avec la boîte. Merci Pierre. Pierre-Alexis, comment vous procédez, vous, quand vous arrivez dans une entreprise? On n'y arrivera pas. Pierre-Éric, pardon, excusez-moi. Ça va être... Non, mais il n'y a pas de règle. En revanche, il y a différentes structures d'équipe. Donc, on va avoir des serial entrepreneurs, des primo-entrepreneurs, on va avoir des solo-founders, on va avoir des équipes de founders. Et donc finalement, on va réagir en fonction un petit peu de cette structuration du collectif, qui est une chose qu'on va regarder, la complémentarité des compétences. Est-ce qu'on a uniquement des profils d'ingénieurs ou des profils commerciaux? Quel est le bon mix? À la fin de la journée, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire qu'on peut avoir des succès avec des solo-entrepreneurs, alors que généralement, c'est contre-intuitif de se dire que quelqu'un va réussir seul. Et pourtant, il y a des cas, il y a des exemples. Inversement, on peut se dire qu'on va dérisquer avec un multi-entrepreneur et le projet peut échouer. Donc il n'y a pas de règle. Après, chacun a ses sensibilités. Nous, on aime bien dans un certain nombre de cas des serial entrepreneurs parce qu'on dérisque l'exécution. Donc on est assez attaché quand même en termes de constitution de portefeuille à avoir une représentation des serial entrepreneurs
de l'ordre d'un tiers environ. Mais les serial entrepreneurs, ils vont lancer des projets qui sont moins disruptifs que des primo-entrepreneurs parce qu'ils vont avoir une approche beaucoup plus rationnelle qu'un primo-entrepreneur qui a la fougue d'un jeune entrepreneur généralement qui se lance sur le marché du digital. Donc une fois qu'on a dit ça, on va regarder après le collectif et ce collectif il est fondamental parce qu'une start-up elle doit faire face toute la journée à des problèmes et en fait son job le job de l'équipe de fondateurs c'est de régler des problèmes et donc il va falloir qu'on identifie si elle est en capacité de le faire et de le faire de manière rapide parce que le temps est clé dans notre économie. Après, on a quand même quelques dénominateurs communs à des entrepreneurs qui sont différents et qui sont ceux qui vont surperformer. C'est qu'ils ont une vision et ils ont un charisme. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, il doit porter une vision, il doit tirer derrière lui toute une équipe et l'entraîner vers le succès, vers le développement d'un projet novateur. Ça peut être créer un nouvel usage, pénétrer un nouveau marché, etc. Donc voilà, ce charisme et cette vision, elle est fondamentale. Et donc au même titre qu'il doit nous la vendre, il doit la vendre à son équipe, mais il doit la vendre à son équipe toute la journée. Et c'est cette résilience à pouvoir le faire qui est importante. Ok, donc pour les personnes qui nous regardent, les conseils donc à détecter pour repérer les talents de l'équipe dirigeante, c'est la vision et le charisme notamment. Et ensuite réussir à créer l'alchimie au sein de l'équipe. Donc voilà, elle est constituée. Comment est-ce qu'on fait pour que ça fonctionne, Pierre-Alain ? Alors, c'est une question qui se pose tous les jours. Là encore, je pense qu'il n'y a pas du tout une recette. Il y a autant de recettes que d'entreprises. Mais en tout cas, dans mon expérience, ce qui fait que l'équipe fonctionne et est soudée, c'est... je dirais une qualité première, c'est l'écoute et la confiance des uns envers les autres. Ce qui est bien, c'est d'avoir une équipe, moi ce que je trouve super, c'est d'avoir une équipe avec des très forts caractères et des gens qui ne sont jamais d'accord. Parce que quand les gens ne sont jamais d'accord, ça favorise la confrontation des points de vue, ça ouvre, comme disait très bien Pierrick, un entrepreneur ou une équipe de direction, elle est là pour résoudre des problèmes. Et des problèmes, il y en a tous les jours. Si on est... il n'y a rien de plus dangereux que d'être sûr de ce qu'on fait. Et donc, ce qui est pas mal dans le collectif, avec des individualités fortes, c'est qu'on est toujours chamboulé, bousculé, on croyait avoir raison, mais en fait, on s'aperçoit que si on regarde le sujet avec un angle un tout petit peu différent, on a tort, etc. J'aime beaucoup ce sujet, il y a de la sagesse des fous, là, ça se montre même en économétrie, c'est-à-dire que quand on demande à des économistes de faire des prévisions, individuellement, ils sont assez mauvais, mais s'ils discutent entre eux, ils deviennent bien meilleurs. Et je trouve qu'une équipe de direction, c'est exactement pareil, c'est prendre des individualités fortes, de favoriser un climat. Je trouve le rôle du CEO, en ce qui me concerne, c'est beaucoup de favoriser ce climat où la parole est libre, l'expression des désaccords est encouragée, et les gens ont tellement confiance les uns dans les autres qu'ils sont parfaitement capables, d'exprimer un avis sur le champ du collègue d'à côté qui n'est pas le sien en lui disant « mais je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu fais », et à l'inverse, d'écouter les critiques venant des uns et des autres pour arriver à une solution en fait consensuelle. Donc dire ça là sur un forum, c'est très facile. Ce qui est beaucoup plus dur, c'est de le faire en vrai. Et pour le faire en vrai, je pense que c'est une histoire de confiance. Et la confiance, ça s'acquiert avec le temps. Donc malheureusement, il n'y a pas de coup de baguette magique qui fait qu'on pourrait arriver à reconstituer une équipe from scratch et arriver à une dynamique favorable de COMEX. Voilà, moi, je trouve que c'est illusoire de penser ça. C'est la pratique répétée de cas de figure, de use case, où on a été en désaccord, un tel était sûr qu'il avait raison, puis finalement on lui a démontré qu'il avait tort, et du coup il prendra son point de vue avec un peu plus de recul la prochaine fois. Et quelque chose aussi évident, c'est qu'on n'a jamais la bonne équipe du premier coup. En ce qui nous concerne, il y a eu des fonctions clés qui, dans ces 8 ans dont je parle depuis le début, ont été... il y en a peu qui sont dans les 9 de notre comité de direction aujourd'hui. Il y en a peut-être 3 qui étaient là
il y a 8 ans, quoi. Donc il y a eu des renouvellements permanents. Et donc c'est aussi important de comprendre, malgré les talents individuels, ça c'est quelque chose de très important, je trouve, il peut y avoir des solistes, voilà, très très bons. Mais quand le soliste très bon arrive dans l'orchestre et ou dans sa petite formation de musique de chambre là, et s'aperçoit qu'il n'est pas du tout accordé comme les autres, bah, finalement, il vaut mieux se séparer du soliste très brillant pour opter pour un profil qui a un fit culturel et un caractère qui s'inscrit mieux dans le collectif. Merci. Philippe, qu'est-ce que vous en pensez? Il ne faut Ouais, pas être d'accord pour créer la chimie? Si, tout à fait d'accord. Bref, ça revient à savoir s'entourer. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des chefs, hein, des dirigeants qui sachent s'entourer. Et s'ils ne savent pas s'entourer, ben, rapidement, il y a des fonctions qui vont être mal assumées. L'entreprise va avoir certains problèmes dans certaines opérations. Bref, le mot-clé, c'est savoir s'entourer. Ce qu'on a constaté en early stage, c'est que les gens, les primo-entrepreneurs, c'est une expression tout à fait pertinente. Au départ, c'est une équipe qui est prête à prendre le risque. Ils n'ont effectivement pas toutes les compétences. Le vrai problème qu'on va avoir, c'est quand finalement l'entreprise va changer de dimension. C'est-à-dire que l'équipe de départ ne va pas forcément être l'équipe qui va pouvoir conduire la société jusqu'à 1 milliard d'euros ou partir à l'international. Et là, souvent, ça coince un peu parce que les entrepreneurs sont des gens quand même qui ont une forte personnalité, qui sont des gens qui ont un affect. En règle générale, les gens qu'ils ont entraînés avec eux, on a parfois, nous, beaucoup de mal à leur dire peut-être que soit de renforcer, soit de les changer. C'est des discours qu'ils ont beaucoup de mal à entendre et ça peut créer des crispations dans le dialogue entre l'investisseur et l'entrepreneur. Donc effectivement, les qualités de savoir s'entourer, c'est pas donné à tout le monde, mais c'est ce qui fait aussi la différence entre une dream team et puis une bad team, quoi. Voilà. Justement, c'est toute la question, comment on fait pour s'entourer? Est-ce que vous avez des équipes dédiées, vous travaillez avec des recruteurs, vous avez des outils, vous faites de l'assessment, vous avez votre intuition? Alors, les mauvaises expériences qu'on a eues, c'est surtout quand on a voulu, nous, former une équipe, remplacer un dirigeant, contre un peu la volonté. Je crois que ce qui a été dit, c'est qu'effectivement, il faut savoir créer une alchimie. Alors, est-ce que l'investisseur est le mieux placé pour créer une alchimie dans une entreprise dans laquelle il n'est pas tous les jours? Moi, ma réponse est définitivement non. Alors, on peut se faire plaisir en disant cet entrepreneur, il est nul, on va le changer, allez, bof. Mais franchement, il faut que l'initiative vienne du dirigeant de la société, puisque c'est lui qui va travailler tous les jours avec son équipe. Et puis, il faut savoir aussi qu'un entrepreneur, c'est pas un manager, et que quand quand un investissement va relativement mal, entre guillemets, la réussite ou finalement la trajectoire de la société sera différente avec un entrepreneur à la tête et sera aussi différente avec un manager. Donc il faut bien savoir qu'est-ce qu'on veut faire en tant qu'investisseur, soit qu'on soit dans les cas de figure où parfois on est appelé à être majoritaire, c'est-à-dire avoir vraiment le contrôle de la société. J'ai l'impression que c'est pas ce qu'on entend le plus souvent finalement, que les dirigeants sont les mieux à même de constituer leurs équipes. Oui, peut-être, mais c'est théorique de dire qu'on va prendre Dans ces cas-là, je dirais qu'il faut changer de dirigeant. Oui, il faut changer le dirigeant, voilà. Bon, faut changer Mais si on change le dirigeant, souvent on change le business model. Bref, ça peut devenir un peu compliqué à la fin, quoi. Hein? Oui, non mais tout à fait. Ok. Vous parlez d'accompagner les équipes dans leur développement. C'est quoi les grandes étapes? Comment est-ce qu'on s'y prend pour justement investir et puis finalement poursuivre l'évolution en faisant évoluer la Dream Team? Alors, nous, on a un cas particulier parce qu'on investit très tôt. Hein. Et donc, pour rebondir déjà sur ce qui a été dit, la confluence est fondamentale. Et ce qui est également fondamental, c'est que l'entrepreneur sache dire quand il ne sait pas. C'est-à-dire qu'il y a tellement de sujets à traiter que c'est pas détrimental de dire je ne sais pas. Et c'est toute la différence. C'est pour ça que moi j'aime bien les autodidactes. Je sais que j'ai certains confrères qui ne savent pas investir si l'équipe de fondateurs n'est pas surdiplômée. Moi, ça ne me gêne pas d'avoir des autodidactes. Ces autodidactes, par nature, ils partent du principe qu'ils ne savent pas.
Et donc, ils vont se nourrir de tout ce qu'ils entendent et ils vont faire à la fin de la journée la synthèse. Et comme ils ne savent pas, ils vont aller beaucoup plus vite parce qu'ils ne vont jamais s'enferrer dans des certitudes. Et dans notre type de projet, encore une fois, très peu mature, on ne peut pas avoir de certitude. Et c'est là où l'autodidacte va être beaucoup plus ouvert, donc très, très intéressant. Après, quelqu'un de surdiplômé qui a la capacité d'analyse, qui n'a peut-être pas l'autodidacte et qui en plus sait qu'il ne sait pas, il sera probablement un très bon entrepreneur. Après, pour revenir sur votre question qui est de comment on les accompagne, chacun doit être à sa place. C'est-à-dire que donc, le point clé, c'est de réussir à construire une relation de confiance, et quelles que soient d'ailleurs les étapes du projet. Il peut y avoir des difficultés, et il faut faire face à ces difficultés, mais toujours dans la confiance. La confiance, elle se construit si on se comprend, si on partage les constats. Donc c'est important d'essayer de communiquer pour partager ces constats. Et après, la solution, on arrive toujours à la trouver. À partir du moment où en amont, on a cette confiance, qu'on a la même vision, c'est souvent assez simple. Ça se complique quand on ne fait pas les mêmes constats. Et donc, quand on prend du temps à réussir à converger, ne serait-ce que sur le diagnostic et cette analyse. Et ça, chaque cas est différent. Donc, malheureusement, il n'y a pas de recette particulière ou de théorie qu'on pourrait totalement définir. Je vous ai vu réagir, Philippe, sur les autodidactes. Vous, ce n'est pas forcément ce que vous préconisez? Non, on n'est pas... enfin, dans mon histoire, on a toujours... les autodidactes, effectivement, il n'y a pas les autodidactes et les surdiplômés, mais on n'était pas tellement accro, entre guillemets, au diplôme. C'était plutôt, comme je l'ai dit, la cohérence entre le porteur du projet et le projet lui-même. C'est ça qui fondait un peu notre décision d'investissement, sachant que pour revenir à ce que disait Pierre-Éric, effectivement, l'idée, c'est de bâtir quand même une relation de confiance, sachant que cette relation de confiance, elle va être basée sur la transparence entre l'investisseur et puis l'entrepreneur. J'avais tendance à dire que parfois on faisait un métier de mauvaise nouvelle. Dans notre métier d'investisseur, on a parfois, surtout en early stage, au démarrage d'entreprise, beaucoup plus de mauvaises nouvelles par rapport à la réalisation du business plan qu'on nous a proposé que de bonnes nouvelles. Je crois que quand même il faut à un moment regarder la réalité en face. Mais paradoxalement, moi ça ne m'a jamais dérangé, enfin au bout d'un moment c'est un peu fatigant on va dire, mais ça ne m'a jamais trop dérangé d'avoir des mauvaises nouvelles du moment que c'était transparent, que c'était expliqué, que bref la relation de confiance était créée. Et ça c'est très important parce qu'on a parlé d'alchimie de l'équipe en interne, mais il faut aussi qu'il y ait une sorte d'alchimie, je ne sais pas si le terme est un peu fort, et de respect mutuel entre l'investisseur et l'entrepreneur. Chacun a sa place, mais dans le respect de finalement chacune de ses fonctions. La relation capitaliste-entrepreneur, ça a été évoqué, ça a été très bien détaillé théoriquement par Schumpeter. C'est toujours d'actualité. L'entrepreneur, il veut porter à bien son projet, se réaliser dans le projet. L'investisseur, le capitaliste, il a quand même une vision beaucoup plus financière, ce qui est tout à fait logique, et il n'aura pas le même vécu entre les deux situations, entre les situations d'entreprise. Voilà. Très bien. Est-ce que vous avez peut-être un exemple, alors je m'adresse plutôt à vous deux, de réussite comme ça que vous avez accompagné? Vous n'avez que ça. De projet, vous voulez dire? Oui. Moi, j'ai un exemple en tête, une société qui a une très forte croissance qui s'appelait MuseWave. Si je prends cet exemple, c'est que c'était un autodidacte qui a su à un moment donné, parce que les équipes, elles évoluent dans le temps, faire venir des compétences clés pour prendre le relais. Donc, il avait eu l'idée, il avait commencé à développer le projet. Et puis, quand il était dans 25 pays et qu'il commençait à avoir des niveaux de chiffre d'affaires supérieurs à 30 millions, les besoins étaient complètement différents des besoins initiaux. Et il a recomposé toute la team avec des talents expérimentés. Et la société a continué sa croissance pour derrière aller se vendre et la cession était très satisfaisante pour nous. Donc voilà, à chaque étape du développement d'un projet, l'équipe peut évoluer et le nerf de la guerre, c'est d'avoir un entrepreneur qui en a conscience et
son rôle doit être de conserver l'âme du projet. Un entrepreneur, un projet entrepreneurial doit être porté par des gens qui communiquent cette âme, parce que finalement, des jeunes managers qui se lèvent le matin pour aller dans une start-up, c'est parce que, encore une fois, il y a cet élan, il y a ce charisme, il y a cette âme. Et celui qui incarne l'âme, c'est l'entrepreneur. Et c'est pour ça que ça ne sert à rien, et on en parlait avec Philippe en préparant cette intervention, c'est-à-dire changer des managers à un niveau de maturité faible du projet, ça ne sert à rien parce que vous tuez l'âme, donc vous tuez la boîte. Donc à la limite, il faut juste reconnaître qu'on s'est trompé, passer à autre chose. Mais on n'arrivera pas à sauver le projet, donc autant le laisser dans les mains de l'entrepreneur et puis à lui de faire le maximum pour réussir à quand même le développer. Merci. Un exemple aussi, Philippe, peut-être? Oui, alors c'est principalement, c'était deux entrepreneurs qui étaient issus du CEA, hein. C'était quand même des ingénieurs, c'était pas complètement des scientifiques. Bon, enfin, bref, voilà. Et à un moment, donc la société, c'était au milieu fin des années 90, était quand même en assez forte croissance. Il y avait des enjeux de prise de marché qui passaient par une introduction en bourse. Et pour aller en bourse, même si vous avez un bon directeur financier, un bon contrôleur de gestion, il faut avoir une nouvelle grammaire du marché. C'est-à-dire qu'un bon directeur financier ne va pas être forcément susceptible de parler avec talent à des fonds d'investissement anglo-saxons où il faut effectivement savoir parler à la fois de la technologie et faire que cette technologie, on la transforme en des chiffres qui parlent aux investisseurs. Et donc là, effectivement, c'est posé le problème d'un recrutement d'un directeur financier un peu costaud qui sache parler aux investisseurs. Et là, la bonne nouvelle, si je peux dire ainsi, c'est qu'effectivement, les dirigeants ont reconnu que pour franchir cette étape clé, il fallait recruter quelqu'un, un profil assez haut de gamme, qui avait une expérience internationale. Alors, ça ne marche pas toujours, hein, l'alchimie, parce que effectivement, ce n'est pas moi qui l'ai recruté, mais j'étais dans la boucle de prise de décision. Mais c'était aussi quelqu'un quand même, c'était pas un jeune débutant, quoi. C'était quelqu'un mature, qui avait bossé dans des labos anglo-saxons, mais qui savait parler, ce que j'aime bien, la grammaire du marché de la bourse. Donc la greffe a pris, la société s'est introduite avec succès, et donc finalement ça a été une réussite parce qu'il y avait l'homme clé au bon moment pour enrichir l'équipe, quoi. Merci. Peut-être vous, Pierre-Alain, finalement, vous expliquez, vous avez affaire à différents fonds depuis votre aventure entrepreneuriale. Comment ça se passe? Est-ce que ça s'est toujours très bien passé? Est-ce que vous avez eu des déceptions, entre guillemets? Alors, est-ce que ça s'est toujours très bien passé? On peut dire non. Une réponse assez claire. Oui, il y a des expériences très différentes qui dépendent aussi avant tout du contexte de l'entreprise elle-même. C'est-à-dire que les moments où ça s'est pas bien passé, je pense à deux moments en particulier, c'est quand il y avait des écarts assez forts entre le business qui avait été projeté, et donc promis, parce que les équipes de direction, elles promettent, et les réalisations. Et donc, dans ces cas-là, mon camarade disait métier de mauvaise nouvelle. Il faut savoir annoncer une nouvelle, il faut savoir annoncer une mauvaise nouvelle avec des propositions de solutions, il faut savoir alerter suffisamment tôt pour pas arriver et discloser tout ce qui se passe mal quand ça s'est passé il y a 3 mois. Et dans le fond, ça revient, je trouve, beaucoup à cette histoire de confiance qui est le thème autour duquel on tourne à la fois pour la constitution de l'équipe de direction et puis pour la relation entre l'entrepreneur et l'investisseur. La confiance, elle est faite de vérité. Et donc, quand on ne délivre pas, il faut faire des warnings suffisamment tôt, il faut avoir des plans de remédiation suffisamment tôt, et il faut donner l'impression à ceux une position dans laquelle j'aimerais pas être, parce que c'est quand on a beaucoup en jeu et puis on n'est pas aux manettes, moi j'aurais une forme de stress à être dans les souliers de Philippe et Pierrick. Alors que quand on est aux manettes, on a du stress, mais au moins tous les jours on bouge, on change les leviers, on change de stratégie, etc.
Donc cette relation fonds CEO ou fonds équipe de direction, elle est fondamentale. Mais je dirais qu'il y a quelque chose qui la simplifie quand même de beaucoup, c'est qu'il n'y a rien qui remplace les résultats. On peut beaucoup parler, on peut beaucoup faire de warning, on peut faire beaucoup de plans de redressement, de remédiation. Et ce que j'ai constaté, c'est une relation quand même, et quel que soit l'ADN des fonds, parce qu'il y a des fonds très différents. Là, il se trouve que sur le panel, il y a 2 fonds assez early stage. Moi, j'ai connu des fonds un peu plus late stage, et puis il y a des fonds à culture anglo-saxonne, des fonds à culture française. Enfin, il y a plein d'ADN qui sont différents. Mais dans le fond, je veux dire, pour simplifier à l'extrême, quand on délivre ce qu'on a promis, il n'y a jamais aucun problème et la confiance est là. Et c'est un truc très basique, mais très vrai. Voilà. C'est tout l'enjeu, mais justement, comment est-ce qu'on fait quand ça se passe mal? C'est quoi vos conseils aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent quand ça marche pas, quoi, quand l'équipe prend pas, quand on trouve pas la bonne personne? Pour les fonds, pense... pour les... Bah, ça va être chacun votre tour. Ouais, okay. Alors, Pierre-Alain a raison. Les projets où ça se passe bien, il faut être modeste. Ce sont les dossiers où on a finalement le moins de choses à apporter, ou en tout cas ce sont les projets sur lesquels on apporte une valeur ajoutée, mais qui est chirurgicale, c'est-à-dire que ça va être sur des éléments qui sont très précis. On n'a rien à faire. Après, que ça se passe bien ou que ça se passe mal, ça reste un métier d'hommes et de femmes. C'est du capital humain, et comme on est en amont, encore une fois, de la chaîne de valeur, tout repose sur de l'humain. Et donc la question, quand ça se passe mal, est de savoir si on arrive à converger sur les solutions. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être un facteur de stress supplémentaire pour les entrepreneurs qui rencontrent des difficultés. On doit être au contraire un élément de réassurance où on peut aider l'entrepreneur. Et toute la difficulté, c'est que nous, on l'aide sur la base on a investi dans 110 boîtes historiquement, donc on l'aide sur la base des 110 business cases qu'on a vus. Et on va proposer des solutions, l'aider, essayer de faire le diagnostic. Et soit on va converger assez vite, encore une fois, sur une solution, soit on va avoir un discours qui n'est pas le même. Et c'est là où les difficultés arrivent, parce qu'on a beau avoir de la transparence, de la confiance, elle s'effrite si on n'arrive plus à parler le même langage. Et on arrive à des situations qui peuvent être tendues, qui peuvent être complexes. Et toute la difficulté de notre côté, c'est de faire la part des choses entre la responsabilité qu'on porte, parce que finalement on s'est trompé, et il faut que l'entrepreneur il fasse ce même cheminement pour dire qu'il s'est peut-être trompé aussi. Parce que l'échec, il est collectif, et si à un moment donné on pensait qu'un projet pouvait être exceptionnel et que finalement on révise un peu l'ambition qu'on a au départ, encore une fois, la complexité, elle est de converger et de converger vite. On n'a pas le temps dans notre business. Donc, plus on va traîner, plus on va se crisper et plus on va perdre du temps et donc de l'argent et la situation ne va faire que s'empirer. Pierre-Alain, oui, en tant qu'entrepreneur, du coup, est-ce que vous faites ce chemin? Vous avez déjà dû faire ce chemin rapidement? Oui, mais moi on a eu beaucoup de galères. Et il y a même des moments où on pensait qu'on allait y rester. Donc il n'y a pas je pense, de belle histoire d'entreprise, de petite boîte qui n'est pas passée par un moment où on pensait qu'on était tous ruinés. Mais je t'interromps parce qu'à la fin de la journée, c'est quand même une aventure humaine. Et il y a des échecs où on garde des liens hyper forts avec les entrepreneurs. Et donc c'est là où finalement on n'a pas réussi, mais on n'a pas réussi ensemble. Et c'est pas pour ça qu'on le vit mal durablement. Ça fait partie de la vie de se tromper. Et après il faut rebondir. Et c'est là où c'est d'autant plus riche par rapport à la dimension humaine. Et il faut l'intégrer parce que ça fait partie de notre... C'est vrai que quand on sort victorieux d'une épreuve où on pensait y rester, c'est un peu comme quand on revient de la guerre, quoi. C'est-à-dire qu'on a quand même des liens forts qui sont soudés dans l'adversité. Donc ça, c'est quelque chose qui est humainement intéressant. Mais non, moi, les conseils, je ne me risquerai pas à donner des conseils parce qu'il y a trop de situations particulières. Mais en tout cas, les leçons que je tire de mon expérience, on va dire, c'est que quand plus ça va mal, plus il faut de transparence. Donc ça, c'est le point clé. Et que c'est de la symétrie d'information, donc il faut que chacun essaye de se mettre dans les souliers de l'autre.
il faut que l'entrepreneur se mette dans les souliers de l'investisseur, essaye de se mettre dans les souliers de l'investisseur, et l'investisseur essaye de se mettre dans les souliers de l'entrepreneur. Et donc, quand ça va mal, il faut alimenter, il faut dire voilà, on a fait ci, ça se passe un peu mieux que prévu, ça se passe encore pire que prévu, on fait ci, on en est là du plan, on fait ça, est-ce qu'on est toujours en ligne, est-ce que toujours chercher à aller au contact. Plus ça va, plus il faut aller au contact. Moi, je ne suis jamais moins allé au contact de mes investisseurs que quand tout allait bien. Il y a des fois où on ne se parlait même pas, il s'est coulé 2-3 mois, on ne se parlait pas. Et les chiffres arrivaient, pouf, c'était super, on surperformait le budget de 30%. Super, on a tous plein de choses à faire, hein, donc je veux dire, ça ne sert à rien de se parler. Si on n'a rien à dire. Regardez, c'est super, on a fait un bon mois. Bah oui, on a fait un bon mois, next. Donc je pense qu'il faut avoir une espèce de relation de contact inversement proportionnelle à la qualité du contexte, quoi. Si le contexte est très mauvais, il faut aller toujours au contact. Si le contexte est très bon, c'est bon, tout le monde est tranquille. Ça, c'est un point. Et un autre point qui est très important aussi dans cette relation, je trouve, et ça, c'est plutôt dans le terrain des équipes de direction, c'est de promettre des choses qu'on a une confiance assez forte de réaliser. Il y a beaucoup d'équipes qui se font, ou de CEO qui se font, et puis c'est ça aussi la qualité des bons entrepreneurs, donc c'est toujours délicat de trouver le bon. Les bons entrepreneurs, c'est ceux qui brusquent le réel, et qui, alors que tout le monde leur dit que c'est impossible, eux sont persuadés que c'est possible, donc c'est aussi des gens un peu fous. Mais il faut être un peu fou, sinon on ne va pas y arriver, mais il faut aussi être un peu raisonnable, dans la mesure où il ne faut pas promettre des choses qu'on est quasiment sûr de pas arriver à faire. Donc dans le calibrage de ce qu'on va promettre, de l'année, de la part de marché, du volume de produits qu'on va vendre, du nombre de recrutements qu'on va faire, toutes ces métriques-là, il faut comment dire, mettre sur le papier le dream case, ce truc qu'on adorerait faire, et puis ensuite il faut un peu abattre pour mettre sur le papier et s'accorder avec l'investisseur sur un truc, bon, c'est pas le dream case que j'ai là, mais c'est un truc quand même pas très loin, mais que je pense que je vais délivrer. Donc ça, c'est un point important. Et pour mettre une pierre dans le jardin des investisseurs, à l'inverse, je dirais que c'est très important de travailler aussi en transparence vis-à-vis de l'entrepreneur et du CEO. Et précisément quand ça va mal, c'est-à-dire que quand ça va mal, tout le monde est stressé. Donc il y a des groupes de travail dans tous les sens, il y a parfois des groupes de travail dans les fonds, moi ça m'est arrivé, qui travaillent un peu en vase clos, sans parler aux équipes de direction sur les mêmes sujets, quoi. Et ça crée de la défiance, en fait. Et donc, moi je dis souvent, je ne sais pas si Philippe et Pierrick me rejoindront, mais je dis que moi, les principales métiers des fonds, c'est d'originer les projets, d'investir, et une fois que c'est investi, la vraie seule décision qu'ils ont à prendre, c'est de virer ou pas le CEO. C'est un peu l'arme nucléaire. Soit on le vire, soit on le garde. Mais arriver en disant tu dois recruter un tel, je vais te coller le CFO du Schmoll que je suis allé recruter là, je vais te coller le CTO là, j'ai vu un mec chez un concurrent que je trouve ça super, tiens il va bien fitter dans ton équipe. Et puis d'ailleurs je trouve que ce produit tu ne devrais pas le lancer en mars mais plutôt en février et puis telle ou telle chose. Ça ne marche pas. Moi mon expérience c'est que ça ne marche pas. Non, donc les fonds, en particulier quand ça se passe mal, il faut qu'ils examinent en leur âme et conscience savoir s'ils doivent changer le chef. Et bien s'ils ne le changent pas, il faut qu'ils bossent avec lui. S'ils ne veulent pas bosser avec lui, ils ne bossent pas tout seuls, ils changent le CEO. Oui, okay. Voilà. Philippe, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que virer le CEO, c'est l'arme nucléaire? Pardon? Est-ce que virer le CEO, c'est l'arme nucléaire? Non, mais en fait, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que ça sert à rien. On peut effectivement se faire plaisir parce qu'on est majoritaire ou même minoritaire en disant, bon, il n'a pas tenu ses objectifs, mais à la limite, nous, quand même, notre travail, c'est quand on nous présente un projet ou un budget annuel, de vérifier quand même si c'est réaliste ou pas, de voir un peu si la personne a quand même une certaine crédibilité pour donner des chiffres ou si elle est définitivement fâchée avec les chiffres. Donc, à partir de ce moment-là, on a quand même tendance à passer un peu à la paille de fer les budgets qu'on nous présente. Une fois qu'on a dit ça, virer le CEO, moi, je dirais que ça ne sert à rien, en fait. Parce que le CEO... En early stage, je parle en early stage, ça ne sert à rien parce qu'il est tellement... le projet est tellement, on peut dire, en lui, il porte son projet, même jusqu'à virer un entrepreneur, ça ne sert à rien parce que de toute manière, le projet est mort. Moi, j'ai envie de dire, si le CEO en early stage n'arrive pas à faire décoller le projet est mort. Donc il faut prendre sa paume, comme on dit dans le métier, et puis l'assumer et pas essayer effectivement de prendre un type à droite,
un autre fantastique, etc., qu'on va payer très cher parce que de toute manière la situation est désespérée. Ça ne marche pas. On ne remplace pas un manager, on ne remplace pas un entrepreneur par un manager. Hein. C'est clair. Sur la question effectivement, du stress, je dirais que Pierre-Éric, comme moi, on a pu vivre des situations stressantes où on nous appelle. Le problème qu'on a, c'est, pour reprendre ce qui a été dit, on nous appelle toujours trop tard quand ça va mal. C'est-à-dire que quand on voit effectivement qu'une société dérape et la ligne, quand même, quand ça va mal, ça veut dire que la trésorerie va mal. Hein. Toutes les entreprises, qu'elles fassent des milliards d'euros ou qu'elles fassent 300 000 euros de chiffre d'affaires, les entreprises, elles sont toutes mortes d'un problème de trésorerie. Or, c'est quand la trésorerie commence à mal aller qu'il faut tout de suite, je dirais, tirer la sonnette d'alarme. Et souvent, les entrepreneurs le font trop tard, quand les situations sont irrémédiablement perdues, et alors qu'effectivement, en anticipant à quelques mois près, on aurait pu, par un dialogue intelligent, on va dire, voir ce qu'on pouvait ou pas changer dans la société pour que ça aille un peu mieux. Ok, très bien. Peut-être vous voulez rebondir aussi sur le CEO Non, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'en amont, ça ne sert à rien, mais Pierre-Alain a raison. Et d'ailleurs, il suffit de regarder le marché anglo-saxon. Vous prenez toutes les boîtes qui s'introduisent au Nasdaq. Finalement, très peu ont encore les fondateurs à la direction générale de ces sociétés. Ils jouent encore un rôle dans la société, mais ce n'est pas eux qui gèrent le quotidien. Parce qu'il y a un moment donné, on arrive sur des plaies d'exécution et quand l'innovation elle a trouvé son marché et qu'on est plus dans une dynamique d'exécution, les besoins sont différents, la structuration des équipes est différente et c'est là où effectivement quelqu'un qui a déjà finalement fait toute cette phase d'exécution par le passé sera peut-être meilleur que si c'est le primo-entrepreneur qui est dans une phase où la courbe d'apprentissage peut être un peu longue. Et ils le prennent bien, les entrepreneurs ? C'est eux ils le prennent bien quand ça vient d'eux. Et en fait, les projets qui sont surperformants, c'est ceux où ils en ont conscience et que c'est eux qui viennent avec la solution. Absolument. Et ça, tous les jours, on le voit. Tous les jours, il y a des entrepreneurs où finalement, nous, on a peut-être même un peu de déception ou de regret, parce qu'on se dit, ce mec est exceptionnel, il a fait une boîte dingue. Et puis il arrive en disant, je suis arrivé aux limites de mes compétences et je sens qu'il faut que ce soit quelqu'un qui prenne le relais pour qu'on fasse encore mieux. Et donc c'est à la fois merveilleux, mais on a l'aventure humaine avec la personne qu'on accompagne depuis le début, qui va prendre une forme différente, puisqu'il va plus être dans un rôle d'actionnaire et de stratège que de manager au quotidien. Et quand et s'il refuse, alors c'est là que les problèmes naissent. Non, mais ce que dit Pierre, c'est-à-dire que si ça vient d'entrepreneur, c'est génial, parce que lui-même reconnaît qu'il n'a pas toutes les compétences. Mais s'il ne reconnaît pas qu'il a toutes ces compétences, effectivement, comme vous dites, là on est dans un cas où ça va coincer, ça va bloquer dans le développement de la société. C'est-à-dire qu'il n'aura pas su s'entourer, même se remplacer, carrément, pour finalement remplir le challenge qu'il a devant lui. Et il pourra nous dire tout ce qu'il veut, mais ce ne sera pas l'homme de la situation et de l'évolution de la société. C'est ça le point important. Et donc la création de valeur pour l'actionnaire, pour les actionnaires, ne se réalisera pas. Parce qu'à la fin de la journée, on est quand même si on investit dans une société, c'est qu'on considère que l'équipe de direction va créer de la valeur pour l'investisseur que nous sommes. Ça, on le sent dès les premiers entretiens. On sait, par exemple, très bien, ce dirigeant va pouvoir nous accompagner sur 2, 5, 10 ans et après on le sera. Ou alors, c'est quelque chose qu'on découvre au fur et à mesure. Moi, je ne sais pas faire ça. Bon, peut-être qu'il y en a qui savent. Hein, mais... Non, ça, on n'a pas de boule de cristal. Mais il y en a qui se révèlent de manière incroyable. Et c'est ça qui est juste magique. Un primo-entrepreneur qui sort de l'école, et j'ai un exemple en tête. Et la boîte, aujourd'hui, elle fait 1,5 milliard de GMV, et il a fait ça en 4 ans. Voilà, c'est magique. Donc, tous les éléments sont réunis pour que ce soit un énorme succès, et tout se passe merveilleusement bien. Bon, ça n'arrive pas tous les jours, mais quand ça arrive... Ça arrive.
Vous aussi, vous avez des exemples en tête, Philippe? Oui, oui, ça arrive, mais il faut effectivement, c'est des personnalités qui courent par les rues, qui savent apprendre beaucoup en marchant, qui savent justement bien s'entourer à des moments clés, qui savent écouter, qui savent nous écouter aussi, parce que l'avantage qu'on a, c'est que, comme l'a dit Pierre, nous, on investit dans plusieurs centaines de sociétés, toi aussi, donc on a quand même des cas qui parfois se reproduisent. Et donc on est porteur de témoignages, de tous ces témoignages d'histoire entrepreneuriale qu'on peut restituer en disant, vous savez, dans tel cas on a vu ça, etc. Moi je crois qu'au moins sur cette partie-là, on ne peut pas nous prendre en défaut pour avoir finalement cette courbe d'expérience qu'on a eue et qui parfois nous a coûté très cher. Très bien, ok. Merci, je crois qu'on arrive au terme de cette conférence. Je vous remercie beaucoup tous les trois pour vos témoignages et votre expertise. C'était un plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.